Bonjour à tous, à toutes et bienvenue sur ce webinaire. Alors, on a eu un petit souci technique, du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, on remet ce webinaire en privé sur Zoom. L'essentiel pour nous, c'était de le faire, de vous présenter la situation qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et donc, bienvenue ici. Ce ne sera que, ce ne sera que plus intime. Par contre, je vous demanderai pendant tout le webinaire de laisser vos micros coupés et de laisser vos caméras coupées, puisque comme vous le savez, nos webinaires sont enregistrés et sont rediffusés. Donc, automatiquement, vos micros, vos caméras sont coupés, laissez-les ainsi. Et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Plein d'émotions. Alors là, je ne vois pas en tout cas que les noms sont affichés. Si jamais c'est le cas plus tard, si on voit les vignettes, mais je ne crois pas que ça sera le cas, on effacera tous vos noms parce qu'on sait que l'infertilité, c'est une situation où on n'a pas forcément envie de se montrer. Donc on comprend très bien. C'est pour ça qu'on fait habituellement sur YouTube. Mais voilà, ce problème technique nous donne une opportunité. D'ailleurs, Virginie, avec Virginie, nous, on a toujours envie de voir les opportunités dans les problèmes. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité de faire, comme tu disais, ce webinaire un tout petit peu plus cosy, puisqu'on est pas sur YouTube, mais on est avec vous sur Zoom et c'est un peu plus intime. Aujourd'hui, on va vous présenter comment nous avons pu résoudre la situation de Marjorie. Bonjour à tous, qui a vécu 18 ans d'infertilité. Ça semble incroyable, hein. Quand on pense 18 ans d'infertilité, on se dit mais c'est juste pas possible. Et on se dit qu'après 18 ans, ben faut oublier d'être maman. Eh ben non. Marjorie, aujourd'hui, elle est maman. Enfin, elle est maman, elle est Va future être maman, maman. elle est maman dans sa tête, elle est future maman, elle attend son bébé. D'ailleurs, elle nous regarde, elle va venir tout à l'heure sur le webinaire pour partager avec vous tout ça. Elle va venir plus tard et nous, on va vous tous expliquer comment on est arrivé à cette situation magnifique. Et Je- alors, franchement, moi, la situation de Marjorie, c'est une situation qui m'émeut particulièrement parce que déjà, j'étais dans la team, j'étais clairement dans un peu la leader de la team de suivi de Marjorie. Et je crois qu'on a vécu beaucoup de moments forts, beaucoup de moments d'émotion. On a eu aussi beaucoup de complexité. C'était pas simple. Et d'ailleurs, en général, on n'a pas un temps d'infertilité aussi long sur un tableau qui est simple. Et moi, j'ai vraiment été touchée pendant tout ce parcours par la combativité de Marjorie. J'ai une admiration déjà très très forte pour toutes les femmes qui se battent pour devenir maman parce qu'avec avec Adva, on sait ce que c'est d'être maman, on savoure ça tous les jours et une des raisons pour lesquelles on a créé Fertiline, c'est pour amener ça à d'autres personnes aussi. Et je suis très admirative du parcours de Marjorie. Je suis très admirative de tout ce qu'elle a mis en place voilà, pour en arriver là. Vous la verrez tout à l'heure. Et je suis très contente qu'on débriefe aujourd'hui sur sa situation puisque je pense que c'est un exemple et vraiment un modèle de ce qu'on devrait mettre en place dès le début d'un parcours d'infertilité. La seule petite douleur que j'ai pour Marjorie, c'est le fait que tout ça arrive effectivement au bout de 18 années d'infertilité et 18 années de souffrance quelque part. Mais disons que l'essentiel, c'est la résolution et que tous les moments où on se sent pas très bien, c'est des moments qui valorisent aussi euh, ben, la, la magie d'être maman, quoi. Donc, Vous avez l'opportunité de nous poser des questions, on y répondra à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas déjà à les mettre en commentaire. Voilà, on prendra un moment pour y répondre. Donc si vous ne connaissez pas encore Fertiline, Fertiline a été créée par trois fondateurs passionnés, donc Virginie et moi, ainsi que le professeur Simeoni, qui est pédiatre et qui est chercheur en épigénétique. L'épigénétique, c'est tout ce qu'on appelle toute la santé transmise qu'on peut passer de génération en génération. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a rejoint Fertiline pour aider les couples, les femmes à avoir des bébés, mais également des bébés en bonne santé. C'est un petit peu notre idée. Qui est Fertiline? Fertiline, tout simplement, c'est une équipe d'experts. Alors, on a des thérapeutes, nutritionnistes, diététiciens. Vous pouvez aller sur notre site, on vous explique tout ça. Des spécialistes en fertilité et PMA qui ne font quasi que ça. Des médecins de PMA, des professeurs, des biologistes, que des gens qui baignent quasiment tout le temps dans l'infertilité, la PMA et qui sont des spécialistes. Nous avons des programmes pour optimiser les facteurs physiologiques de la fertilité, de la santé et de la grossesse, puisqu'on vous suit jusqu'à l'accouchement.
À ce jour, on peut dire que nous avons les seuls outils qui sont capables de traiter autant de données à la fois, puisque nous utilisons des algorithmes. On nous pose toujours la question. On a d'ailleurs une très jolie vidéo sur notre chaîne YouTube où on vous explique pourquoi on utilise la puissance des algorithmes et pourquoi ça nous permet de résoudre des situations. Nous invitons à aller voir. En fait, vous pouvez, dans la barre de recherche, mettre tout simplement algorithme et vous allez retrouver cette vidéo. Alors, qui parle de mieux que nous, que des programmes, des solutions fertilines? Eh bien, ce sont tous les témoignages. On est en train, comme vous avez peut-être pu le voir, notre site s'est fait une peau neuve. On est en train de remettre tous les témoignages. Il y en a déjà pas mal sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis aujourd'hui, on a le témoignage évidemment de Marjorie. Ce sont à l'heure actuelle aussi également les seuls accompagnements recommandés par les cliniques de PMA et médecins de PMA, puisqu'on collabore maintenant avec 7 cliniques de PMA parmi les meilleures en Europe et des médecins très réputés de la PMA. Et Et Fertiline, c'est un projet aussi qu'on a créé avec le cœur pour faire battre des cœurs. Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai, quand on accompagne des situations d'infertilité et qu'on a une grossesse, on a toujours ce moment où la personne nous envoie l'échographie du cœur qui va, où la personne nous dit, j'ai enfin entendu le cœur du bébé. Et ça, pour moi, c'est un moment fort qui nous témoigne qu'on est déjà sur une grossesse qui évolue bien, alors qu'il n'y a pas encore 100% de chance d'évoluer à ce stade, mais qui évolue déjà relativement bien. Et je trouve que c'est vraiment un moment de rotation dans une situation d'infertilité quand on entend effectivement ben, le cœur du bébé et qu'on se dit, ouais, ben là, en fait, on a réussi à créer la vie et on va tout faire pour qu'elle se maintienne. Mais c'est voilà, c'est déjà un moment très fort et pour nous, voilà, se créer avec le cœur pour faire battre des cœurs. Je pense qu'on a créé Fertile depuis 5 ans et ça fait 5 ans qu'on se lève tous les matins avec la même motivation pour faire vivre ce projet et puis surtout ben, pour faire vivre vos rêves de devenir parent. alors, dans ce webinaire, on va vous expliquer ce que vous allez apprendre. C'est pour ça que c'est important que vous restiez jusqu'à la fin. Vous allez découvrir en fait les stratégies pour comprendre tout le parcours d'une personne et d'un couple et mettre à profit les échecs pour les transformer en réussite. Parce que c'est ce qu'on a fait avec Marjorie, c'est-à-dire qu'on a repris tout son dossier, on a compris en fait ce qui s'était passé et on a mis en fait à profit ces échecs pour la mener vers ben, la situation qu'elle a actuellement. L'idée, c'est aussi de voir comment on recherche les bons leviers pour ben, actionner cette réussite. Mettre aussi également en lumière les éléments qui ne sont pas visibles parce que souvent des gens viennent vers nous, nous disent bah, moi j'ai fait tous les bilans, j'ai fait tous les bilans. Ben, en fait, quand on est chez Fertiline et qu'on entend ça, on dit ah bah non. Nous, on sait qu'il y a encore plein de choses. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a plein de choses à rechercher, plein de leviers qu'on peut actionner pour vous mener vers la réussite. Et c'est ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est quels leviers on peut actionner. Et évidemment, parce que l'idée, c'est d'aller au bout, d'avoir une grossesse qui soit sereine et de diminuer les risques connus possibles selon les profils. Nous, on travaille, donc, comme vous avez dit, avec des algorithmes. Donc, on a des profils et selon les profils, on sait, c'est la science qui nous le dit, que, eh bien, il y a certaines zones de risque. Et à tout moment, que ce soit en préconception, durant les phases de PMA ou pendant le début de grossesse, nous, même si vous ne le voyez pas, parce que c'est des choses qui sont cachées, nous, on vous donne les conseils, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, eh bien, l'idée, c'est de vraiment diminuer tous les risques, diminuer les facteurs de risque qui pourraient arriver ben, selon votre situation. Ça veut dire les fausses couches, les prééclampsies, diabète gestationnel, etc. Donc vraiment à chaque moment, et c'est vraiment un leitmotiv chez Fertiline. Les problématiques de croissance fœtale aussi. C'est vrai qu'on essaie d'anticiper toutes les zones qui nous semblent être des zones un peu drapeau rouge. Ce qu'il faut savoir, et ça de nouveau c'est la science qui le dit, ce sont les études, c'est qu'au-delà de 5 ans de PMA, les chances de réussite d'avoir une grossesse retombent à moins de 4%. C'est pas nous qui le disons, hein, de nouveau c'est les recherches, c'est le professeur Bendy Falla qui collabore avec nous qui nous avait dit un jour, les filles, vous vous rendez pas compte, vous inversez les statistiques, vous changez les statistiques parce que la plupart des personnes qu'on accompagne ont plus de 50 PMA et chez nous, eh bien, on va monter cette chance de 4%. On a calculé à peu près, on arrive à multiplier par 7 les chances des personnes d'avoir un bébé. Donc, ça fait pas beaucoup si on fait fois 7, 4 fois 7, mais ça, c'est bien mieux si vous avez 4 fois 7 que seulement 4% de chances de réussite. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien.
Alors, vraiment restez jusqu'au bout de cette présentation parce qu'on a une surprise à la fin qu'on vous dévoilera. Donc, c'est important que vous restiez avec nous jusqu'au bout. J'espère que vous pourrez parce qu'on a pris du retard. Donc, en tout cas, voilà, c'est important. Notre mission, c'est de chercher et de comprendre les éléments que la majorité des acteurs de la fertilité ne recherchent pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent on nous dit, mais j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout cherché, j'ai déjà fait tous les examens. Eh bien, quand vous arrivez chez Fertiline, je vous l'assure, vous n'avez pas tout fait. On a encore une énorme marge et ça, c'est de nouveau la très bonne nouvelle. Euh, Comme on disait, c'est des accompagnements qui sont recommandés par des médecins parce qu'ils se rendent compte que au bout de quelques années, même eux, finalement, toutes leurs techniques, ils ont les meilleures techniques, mais si on ne travaille pas la base, bien leurs merveilleuses techniques, parce qu'on a besoin des médecins de PMA, on a besoin de pouvoir accélérer certains processus, on a besoin d'avoir plus d'ovocytes, on a besoin de toutes ces techniques, mais il faut vraiment améliorer la base pour que les techniques de PMA marchent le mieux possible. Donc, c'est tous dans l'intérêt, c'est dans votre intérêt, c'est dans leur intérêt parce qu'ils augmentent leurs statistiques à eux également. C'est pour ça que les très bonnes cliniques essayent de travailler avec nous pour pouvoir augmenter leurs statistiques. Et sans oublier aussi que les médecins, je crois, ont beaucoup de clarté sur les effets collatéraux des traitements et des traitements cumulés. Et ça, ils nous en parlent très souvent. Et sur le fait que le mode de vie est un basique essentiel pour, d'une part, obtenir de meilleurs résultats et d'autre part, diminuer les effets secondaires des traitements. Et pour eux, c'est très, très important de faire ça. En tout cas, pour les médecins qui sont vraiment impliqués dans la santé du patient et dans la santé du patient à long terme. Vraiment, ils nous le témoignent en permanence. Ils nous disent, mais nous, on veut que nos patients travaillent sur le mode de vie parce que, oui, on veut des meilleurs résultats, mais on veut aussi que une fois que ces femmes sont mamans, qu'elles soient dans un très bon état de santé et qu'elles le restent. Et ça, c'est un peu notre combat à tous. Et c'est vrai que finalement, tous les médecins qui se rallient à nous, on en a de plus en plus et on en a chaque mois de plus en plus. C'est assez impressionnant. On les a pas vraiment cherchés. C'est juste que nous, on est aussi très favorable au traitement de PMA parce que c'est des traitements qui permettent vraiment d'accélérer des situations. C'est des traitements qu'on connaît bien. On travaille en collaboration avec la médecine de la reproduction et on a effectivement de plus en plus de médecins qui viennent vers nous en nous disant, OK, ben maintenant, j'aimerais travailler avec vous pour mes patients. Et c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'accentue beaucoup, beaucoup en ce moment et dont on est très heureuse parce que c'est ce qu'on souhaite vraiment aux patients, de pouvoir, sur du long terme, bénéficier d'approches multifactorielles, en fait, de la médecine, mais aussi d'approches qui sont beaucoup plus basées sur le terrain et la préparation. Alors maintenant, ce que je te propose, Virginie, c'est de faire rentrer Marjorie. Comme ça, on va la présenter. Alors Marjorie est déjà là. Marjorie, je te laisse activer peut-être Ah, je la ton vois pas. micro Voilà. Ah, et super. ta caméra. Coucou Marjorie. Bonjour. Bonjour Marjorie. Voilà, donc on s'est vu quelques minutes avant, mais voilà, on est vraiment heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux que je te présente? Peu importe, c'est comme vous voulez. Je peux me présenter, enfin, je peux présenter. Voilà, alors Euh, je te laisse te présenter si tu veux. Bah oui. Donc, moi, c'est Marjorie, j'ai 44 ans. Je suis en parcours d'infertilité depuis de très nombreuses années, comme vous l'avez déjà mentionné. Je suis diététicienne, je travaille dans un hôpital la plupart du temps et j'ai rejoint l'équipe Fertiline en tant que thérapeute il y a maintenant un peu plus d'un an. Mais avant tout, je suis utilisatrice Fertiline et je pense que c'est grâce à le fait d'avoir changé et d'être devenue utilisatrice que maintenant je suis enceinte. Donc voilà, le chemin est encore long, mais il n'a jamais été aussi proche. Donc on croise les doigts pour qu'il soit encore long, mais pas trop. Et voilà. Là, Et je tu te as remercie. combien de semaines de grossesse, Marjorie? Demain, je serai à 17. À 17 semaines d'aménorrhée. Donc, Ouais, et je te remercie, Marjorie, d'accepter de témoigner alors que bébé n'est pas encore là, parce qu'on sait que Ouais. ça peut, c'est toujours un peu, on se dit, mais est-ce que ça peut enfin, on a toujours cette petite idée, est-ce que ça peut me porter malheur, etc. Et merci beaucoup. Merci aussi parce que tu contribues aussi à permettre à d'autres personnes d'être parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on nous demande quelle est la différence entre un thérapeute fertiline et un thérapeute lambda.
Donc toi, tu es diététicienne, tu sais tu sais de quoi tu parles, tu sais accompagner tes patients, mais pas sur la fertilité. Et sur toi-même, ben, tu avais une hygiène de vie, ben, j'imagine, irréprochable avant, puisque tu connais le travail de diététicienne, mais c'était pas une hygiène de vie propice à ta fertilité. Et surtout, ben, tu n'avais pas la connaissance de ce que on a pu t'apporter chez Fertiline. Et c'est en devenant thérapeute Fertiline, parce que les thérapeutes fertilines, ben, d'abord, elles ont une grosse base, elles sont elles-mêmes diététiciennes, nutritionnistes, donc elles ont vraiment un diplôme. Et ensuite, elles viennent et on les forme à la fertilité, comment on travaille nous. Et c'est avec ça, et en étant en pouvant bénéficier justement ben, des autres thérapeutes qu'on a pu comprendre ta situation, puisque tu as été patiente de chez Fertiline. Comme toute personne, tu as suivi un programme et tu as payé ton programme, on va dire. Ouais, complètement. Enfin, c'est l'hyper spécialisation de la fertilité, en fait, Fertiline. Mm. C'est vraiment des thérapeutes qui chaque jour augmentent leurs connaissances pour pouvoir venir en aide à des couples, à des femmes qui sont en situation d'infertilité et en situation aussi de difficultés autres, parce que l'infertilité, ça touche aussi l'émotionnel. Et donc, c'est aussi des couples qui sont en demande de justement de soutien. Et je pense que les thérapeutes sont vraiment top à ce niveau-là parce qu'ils intègrent la prise en charge de manière complète. Et, et en fait, tu parlais de l'émotionnel et on a noté cette phrase parce que moi, c'est une phrase que j'ai entendue beaucoup de fois chez toi, chez toi, Marjorie, où tu me disais, oui, mais je vois bien tous vos témoignages et tout ce que vous faites pour les autres parce que tu as intégré le team aussi et tu voyais très bien les résultats qu'on avait chez les autres. Et à chaque fois, tu me disais, je vois très bien comment ça se passe chez les autres, mais en fait, je pense que ça marchera pas pour moi. Et tu m'as très très souvent dit ça. Aujourd'hui, bah, c'est la première fois que tu as une grossesse évolutive et une grossesse qui se passe bien. Alors évidemment, ben, il y a des zones de surveillance parce que quand on a une grossesse, après un certain temps d'infertilité, dans certains critères, ben, on surveille tout ça. Mais cette grossesse se passe très très bien et en tout cas, on a beaucoup de drapeaux qui sont au vert. Et pourtant, au début, tu disais ça. J'imagine qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent, qui se disent ça aussi, qui se disent, ah bah c'est chouette, je vois plein de témoignages chez Fertiline et tout, mais en fait, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ton état d'esprit a évolué maintenant? Ben, au départ, en fait, on voit les témoignages des autres et on se projette en essayant d'y croire et de se dire, bah, après autant d'années, euh, Fertiline, il fait pas des miracles, mais on y croit quand même et on pense que il pourra en faire aussi pour nous. Donc, je pense que c'est quelque chose de normal en tant que couple infertile d'avoir c'est- cette croyance, en tout cas, que ça ne peut pas nous arriver parce que c'est vrai, ça fait partie du chemin à accomplir. Mais chaque petite victoire, chaque petit taux qui va bien, chaque petite ponction qui va bien permet de croire un peu plus fort que demain sera meilleur en fait et que oui, on arrivera à faire de ce qu'on veut une réalité et croire en ses rêves. Je pense que c'est quelque chose de super important. Et il y a même un moment où, on en parlera justement dans le débriefing, mais il y a une particularité chez toi au moment du transfert, c'est que du coup, on a fait le transfert sans progestérone, sans ajout de Ouais, progestérone, tellement tu avais amélioré tes résultats hormonaux. ouais, Et je t'ai vu passer de je n'ai plus confiance en mon corps, je ouais, n'ai plus du tout confiance en mon corps, à c'est incroyable ce qu'est en train de faire mon corps. Et on est vraiment ouais. passé de ça à ça, tu vois. Et moi, Mm. ça m'a. Enfin, j'ai On, trouvé on va, ça on va, on va le montrer, les filles, on va le montrer. Ça sera, touchant. on va vous montrer les taux parce que je pense que des chiffres, des courbes sont le plus facile. Ce qui est aussi intéressant
Ouais, je voulais dire quelque chose et puis j'ai perdu. Bref, c'est pas grave. Mais merci beaucoup en tout cas, Marjorie. On va détailler tout ça. On va passer ton parcours justement à la lettre. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que même dans les échecs, parce que tu as pas eu que des On n'a pas réussites. eu que des réussites dans ce Voilà. parcours Il y a fertile eu, non plus. il y a On eu a eu des certaines. phases difficiles. C'est ça, il y a eu des échecs, mais en fait, ce sont des échecs qu'on a appris, euh, qu'on a compris, en fait, beaucoup de choses et qui nous ont permis de te mener à la réussite. Et c'est ça qui est important, c'est que les échecs sont durs à vivre si on ne peut pas en apprendre quelque chose. Quand vous êtes accompagné avec une équipe qui s'y connaît, comme celle de Fertiline, eh bien, chaque échec est mis à profit et on va comprendre quelque chose. Donc, c'est pas tous les jours blancs, ça a mis du temps. Et combien de temps, en fait, entre le moment où tu as été accompagnée, tu as eu cette grossesse? Ben, ça fait 2 ans que je suis les programmes Fertiline. Voilà, donc ça peut prendre du temps, surtout ben, après 18 ans, on peut Ouais, bien imaginer que ça peut prendre du temps. ouais, On ne fait pas complètement. des miracles non plus. Voilà. Et juste pour rebondir sur le terme d'échec, pour moi, le terme d'échec, si on en fait quelque chose et qu'on l'utilise, je le qualifie d'expérience et plus d'échec. C'est juste, voilà, on a expérimenté quelque chose, on en a tiré des conclusions, ça nous a aidés. Et donc, c'est devenu Alors, une expérience. ce que je vous propose, c'est de passer le parcours de Marjorie un petit peu rapidement avant Fertiline. Donc, maladie de base d'eau opérée en 2020, donc problème de thyroïde. Euh, Et et d'auto-immunité, la maladie de base d'eau, c'est particulièrement une maladie effectivement auto-immune, donc ça nous fait toujours un peu suspecter du dérèglement immunitaire de fond, et on va en parler après aussi. voilà, 7 grossesses, une grossesse biochimique, 6 fausses couches. Il y a eu, tu as débuté la PMA en 2015 à Bruxelles. Tu as fait des bilans complets fausse couche après la troisième fausse couche, donc cariotype. On a trouvé une endométrite, ça arrive souvent. On t'a traité. Un deuxième bilan complet a été fait en 2022. De nouveau endométrite, traitement, encore endométrite, retraitement. Enfin voilà, des choses que fort probablement vous connaissez vous-même, voilà, des choses que vous avez, par lesquelles vous êtes passé. En gros, si on résume tout, tu as fait 4 FIV avec tes propres ovocytes. Tu as eu entre 10 et 15 ovocytes à chaque fois. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'embryons. C'est pour cette raison qu'au bout d'un moment, aussi le corps s'épuise, puis c'est épuisant quand même des FIV. Tu as décidé en juillet 2020 de passer au don d'ovocytes. Donc 3 FIV avec don d'ovocytes. Donc souvent on a des gens qui me disent bah, je vais passer au don d'ovocytes, tout ira bien. Bah, malheureusement ça n'a pas été bon pour toi. Il y avait entre 2 à 4 embryons des blastocystes, mais toujours les résultats étaient négatifs. En mars 2022, tu as fait une FIV avec tes propres ovocytes, voyant que le don d'ovocytes ne marchait pas, mais avec un don de sperme, en se disant bah, c'est peut-être ce facteur-là qui ne marche pas. Et il y a eu 2J5, mais c'était négatif, donc toujours rien. Quand même un long parcours. Et puis ensuite, là, c'est le moment où tu as commencé les programmes Fertiline. Et comme on l'a dit, ben, ça n'a pas été tout rose depuis le début, mais ça a commencé à bouger. Donc, il y a eu le début de la prise en charge en septembre 2022. Là, il y a eu encore une FIV double don en Espagne, 3 J5, une grossesse biochimique et 2 TEC négatifs, 2 transferts congelés négatifs. En novembre 2022, vous avez discuté avec Virginie et l'autre thérapeute parce qu'il y a toujours, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Fertiline, il y a toujours une thérapeute référente et une thérapeute superviseuse. Donc là, Virginie était superviseuse, puis Marjorie avait une thérapeute référente. Elles se sont dit, mais en fait, tous les facteurs sont ouverts pour faire une FIV avec les propres ovocytes de Marjorie. Pourquoi aller sur le don? De toute façon, ça ne marche pas. Alors ça, Là, je l'expliquerai. C'est juste qu'à la ouais. base, effectivement, on avait un effondrement hormonal qui était assez prononcé, et en tout cas une dynamique hormonale qui était très basse au niveau de l'œstradiol. Je vous montrerai tout ça dans les tableaux juste après. Et effectivement, on a très rapidement réussi à améliorer cette dynamique hormonale. C'était très encourageant. Et du coup, vu que de toute façon, ça ne marchait pas avec le don d'ovocytes ou le double don, eh ben, on s'est dit, OK, pourquoi pas le tenter avec finalement les ovocytes de Marjorie. Donc, on a tenté cette FIV avec ses propres ovocytes. Et en fait, aucun embryon n'a évolué. Donc c'était un peu la douche froide. Mais par contre, ça nous a permis de voir une chose, c'est que pendant la stimulation, on a vu les taux de progestérone monter. On a vu qu'on avait de la dysfonction au niveau des granulosas de Marjorie. Donc les granulosas, c'est les parties du follicule qui vont produire les hormones, qui vont produire les hormones pendant la stimulation. Mais aussi, ces granulosas, elles jouent un rôle fondamental dans l'efficacité du corps jaune. Et on sait que chez Marjorie, principalement,
qui était très très dominant, c'était les échecs d'implantation. Et on se posait vraiment la question de l'efficacité du corps jaune. Et du coup, quand on a vu ça, quand on a vu que les granulosats dysfonctionnaient à la stimulation, on s'est dit, mais waouh, en fait, ça, c'est un problème qu'on n'avait jamais identifié. On a commencé à travailler sur ce problème. Et moi, je pense que c'est un élément qui a été un élément majeur dans la réussite des transferts, puisque une fois qu'on avait compris ça, on n'a eu que des transferts positifs. Alors, un transfert, ça a été une grossesse biochimique. Et après, on a eu le transfert positif, mais ça faisait, je crois, alors Marjorie, tu me rediras, mais je crois que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas eu de test de grossesse positif. Et donc déjà, juste la grossesse biochimique, ok, c'était pas le premier transfert, c'était pas une grossesse évolutive, mais ça a quand même donné de l'espoir. Oui, le dernier transfert, enfin le dernier positif que j'ai eu, c'était en 2020. Donc ça faisait 4 ans, enfin ça fait 4 ans maintenant que j'avais pas eu de grossesse, Mm, effectivement. mm. Donc, comme quoi, ben, vraiment, cet échec finalement assez cuisant parce que ben, faire une FIV et puis avoir 0 J5, ben, c'est une douche froide. Ça a permis quand même de comprendre quelque chose et c'est pour cette raison bah, que Virginie, toi, tu qualifies les échecs d'expérience et cette expérience a permis de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris avant parce que finalement, si on, quand la PMA va rentrer en force, en fait, c'est ce que tu expliques toujours, Virginie, on va pousser le volume beaucoup plus fort et tout ce qui dysfonctionne à bas bruit, bah, tout d'un coup, ça va faire beaucoup de bruit et on va le comprendre. Et c'est en fait l'idée de ce qui s'est passé lors de cette FIV, c'est qu'on a compris ce déséquilibre, qu'on a pu travailler et puis il y a eu bah, cette réussite au mois de mai 2024 sur cycle complètement naturel, même sans progestérone, au point que ton corps marche de manière ben, super bien et autonome. Mais on va vous montrer tout ça en chiffres, parce Et, que là, on vous dit des choses, là, enfin, voilà, on vous raconte ça, mais on va vous montrer ça en chiffres et ça va vous parler encore plus. Alors, pas trop de et détails. juste, juste pour revenir effectivement sur cette FIV et sur ce qu'on a appris sur Marjorie, on l'a appris sur toi, Marjorie, mais on l'a exporté à beaucoup de situations derrière. On a pu l'utiliser. C'est aussi la force des accompagnements, c'est que avec notre équipe thérapeutique, en fait, toutes les semaines, on se réunit et quand on se réunit, on parle de situation. Et ta situation, Marjorie, nous a permis d'en résoudre une dizaine derrière parce qu'on a compris une mécanique que peu de personnes, je pense, comprennent. Et c'est ça en permanence. À chaque fois qu'on résout une situation compliquée, on se dit, mais mince, c'était juste ça le truc. Mais en fait, qui est dans cette même situation? Puis là, on va le transmettre à l'équipe thérapeutique. Et tout le monde va dire, ah oui, mais moi, j'ai une patiente qui est dans cette même situation. Mais moi aussi. OK, donc on met ça en place. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et une fois qu'on a pu répéter plusieurs fois un schéma et qu'on voit qu'il est productif, et ben, ce schéma, on va l'exporter aussi à nos programmes, en fait, à nos algorithmes qui vont reproduire, en fait, ce schéma-là. Et du coup, ça, on peut clairement te remercier pour ça, Marjorie, parce que déjà, ton expérience t'a été utile et productive pour toi, mais elle a été utile et productive pour des centaines de femmes derrière, chez qui on a compris cette mécanique, on a compris quels étaient les indicateurs, quels étaient justement les signes, et maintenant, on va pouvoir aller les chercher et mettre des choses en place qui vont vraiment améliorer ces dynamiques-là. Alors maintenant, on va vous montrer les courbes de température de Marjorie avant Fertiline et après, enfin avec Fertiline. On a une vidéo d'ailleurs où on vous explique sur YouTube pourquoi c'est important de checker en fait ces cycles, ces courbes de température, même si on est en PMA, parce qu'on se dit mais de toute Mm. façon tout est artificiel donc on n'a pas besoin. Eh bien c'est très important parce que ben, comme on disait tout à l'heure, la PMA elle va mettre le volume sur certaines choses et si on met le volume sur des déséquilibres, ben, en fait ça reste des déséquilibres. L'idée, c'est de vraiment rééquilibrer les choses pour ensuite mettre le volume si besoin, puisque chez toi, Marjorie, il n'y a même pas eu besoin tellement le naturel était bon. Donc, tu vas nous expliquer, Virginie, je vais faire un zoom pour nous expliquer ben, la courbe avant et après, qui on voit très bien. Alors, moi, je ne connais pas très bien les courbes, je ne suis pas thérapeute, mais on voit clairement qu'il y a, bah, c'est pas Alors du tout. nous c'est un peu notre habitude de lire des courbes en permanence. Donc c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on arrive à voir si une courbe est fonctionnelle ou si elle dysfonctionne. Quand on voit la courbe du haut, en fait, on voit, il y a plusieurs choses qu'on va regarder sur une courbe. Déjà, on va regarder le timing de l'ovulation. Ce qu'on repérait sur cette première courbe avant fertilité de Marjorie, c'est qu'on avait une ovulation qui était extrêmement précoce, qui était anormalement
précoce et qu'une fois que l'ovulation avait eu lieu, on avait un décrochage de température qui était long et qui ne montait pas très haut. Parce que souvent, on va faire un calcul entre... Donc, une courbe qui est ovulatoire, en réalité, elle est biphasée. On a une phase basse et puis une phase haute. On a deux plateaux. Et en fait, on va regarder la hauteur entre ces deux plateaux. Et si la hauteur n'est pas suffisante, ça nous indique qu'on a une forme d'insuffisance hormonale. Alors, la majorité des médecins vous diront, mais c'est normal à 42 ans ou à 43 ans d'avoir une insuffisance hormonale. Mais c'est normal pour qui, selon quoi, et est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça? Et Marjorie, elle est la preuve que ce n'est pas un phénomène qui est uniquement lié à l'âge. L'âge est un des facteurs, certes, mais ce n'est pas un phénomène qui est 100% lié à l'âge et on peut l'améliorer indépendamment de l'âge. Parce que ce qu'on voit, c'est que ensuite, cette courbe s'est fondamentalement améliorée et pourtant on a une année d'écart. C'est-à-dire que bah là, Marjorie avait une année de plus et la courbe est meilleure. Et on a des dynamiques hormonales qui sont bien meilleures. Et on va voir dans les dosages hormonaux que c'est impressionnant à quel point les hormones ont décollé, ont repris de l'énergie, en fait. Donc, c'est vraiment assez dingue. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, une fois qu'on avait du coup identifié ben, finalement les déséquilibres hormonaux, donc on avait un statut un petit peu d'hypoestrogénie qui avait déjà été repéré par nos algorithmes, toute la base qui avait été donnée par l'algorithme travaillait hein, déjà le fond du problème, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par la complémentation, et on travaillait aussi sur la progestérone en phase lutéale, donc ça c'était aussi le travail des algorithmes, et puis le travail qu'on mettait nous aussi en plus dans le suivi, dans les consultations. Et on voit que, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur la courbe d'après? Bah, finalement, l'ovulation s'est décalée, c'est-à-dire qu'on a eu une ovulation qui s'est décalée plutôt vers J12, J14, et surtout, le décrochage, il était beaucoup, beaucoup plus intense. C'est-à-dire que plus un décrochage est intense, plus la dynamique hormonale est forte, parce que quand la courbe baisse, ça veut dire qu'on a beaucoup de stradiol. Quand la courbe monte, ça veut dire qu'on a beaucoup de progestérone. Donc, plus votre courbe est basse au début et plus votre courbe est haute à la fin, plus votre dynamique hormonale est élevée. Et plus la dynamique hormonale est élevée, plus on a de chances de conception, plus on a des ovulations productives, plus on va avoir un corps jaune aussi qui va être favorable à une bonne implantation. Donc, quand on compare les deux courbes, enfin, on a vraiment l'impression que ce n'est pas les courbes de la même personne. On voit vraiment une première courbe qui est très dysovulatoire. Il y a une ovulation, mais on voit que l'ovulation est beaucoup trop précoce, donc probablement que l'ovocyte qui est ovulé n'est pas mature. En plus d'être précoce, ben, on voit que le corps jaune derrière n'est pas très productif, donc on a un contexte hormonal qui est affaibli, fatigué et qui effectivement semble ne pas marcher depuis des années en termes d'implantation et on le comprend, la progestérone elle n'est pas assez forte et on verra que aussi le stradiol en phase folliculaire n'est pas assez fort, donc ça on l'a mesuré ensuite par les analyses biologiques et on a pu mesurer qu'effectivement au moment où la courbe s'améliore, ben, bien évidemment les analyses biologiques s'améliorent aussi énormément et donc, on voit que là, la courbe numéro 2 de Marjorie, c'est presque une courbe de cas d'école, quoi. En gros, c'est la courbe qu'on présenterait dans une formation en fertilité pour expliquer ce qu'est une courbe absolument idéale. On a un plateau qui tient extrêmement bien. C'est vraiment une courbe absolument parfaite. Donc, on voit que le changement, il est assez impressionnant et surtout, en fertilité, on a la chance que les changements soient mesurables. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est que bah, finalement, se fier sur le ressenti, c'est une chose. Mais quand on va mesurer des changements, là, on se dit, waouh, quoi? On a juste changé l'alimentation, on a juste changé la complémentation. Alors, je dis pas que c'est facile, ça demande juste 2, 3 semaines, 4 semaines d'adaptation pour faire les changements, mais ça, c'est le cas pour tout changement. Mais juste en changeant ça, on obtient ça. Ben, franchement, ben, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de changer. Et en plus de ça, c'est vraiment observable. Et la majorité des personnes l'observent, en fait, sur leurs courbes, sur leurs analyses biologiques. On voit vraiment les schémas d'évolution. Oui, et puis des courbes comme ça, enfin des changements de courbes comme ça, on en a tous les jours. Enfin, on a un fil, si vous voulez, où on partage, toutes les thérapeutes partagent, j'y suis aussi pour voir les choses, et on en partage tout le temps des changements comme ça. J'ai quand même une question, parce que je pense que c'est une question que les personnes pourraient se poser, c'est de se dire, mais ok, tu me dis, il n'y a pas assez d'œstrogène, il n'y a pas assez de progestérone, mais alors quid de la complémentation? Quand on est en PMA, ben, on peut prendre des œstrogènes, on peut prendre de la progestérone. Pourquoi ça marche pas, ça? Bah, pourquoi ça marche pas? Déjà parce que c'est pas les nôtres, parce que enfin, toute la progestérone et les oestrogènes d'ajout n'ont pas la même efficacité que la progestérone et l'œstradiol qu'on va produire nous, hein, ça de toute évidence. Et surtout, en fait,
toutes nos hormones fonctionnent avec des phénomènes de rétrocontrôle. Elles sont censées être à l'équilibre en permanence et à partir du moment où on modifie une hormone, on va modifier tout un système de rétrocontrôle. C'est-à-dire que, par exemple, les hormones ovariennes, elles travaillent de façon coordonnée avec les hormones hypophysaires. Quand on modifie les taux d'une hormone ovarienne, on va modifier le taux de l'hormone hypophysaire, ce qui va avoir une répercussion sur l'hormone qu'on va produire nous. En fait, on change les schémas et parfois on les change tellement qu'on les perturbe. Et en réalité, on peut, avec justement une substitution hormonale qui est mal gérée, avoir parfois des résultats qui sont beaucoup, beaucoup moins bons. Et avant de mettre quelques substitutions hormonales que ce soit, c'est important de comprendre comment on fonctionne et ce qu'on peut déjà optimiser sur notre terrain. Et ça, c'est vraiment un essentiel parce que il faut aussi voir que chez Marjorie, on est passé de certains transferts qui étaient faits avec une médication incroyable, avec des anticoagulants, de la cortisone, enfin toute une batterie de traitements, à un transfert qui a été fait avec zéro médication. Zéro médication. On n'avait même pas de progestérone. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un corps qui fonctionne. C'est un organisme qui fonctionne, un fonctionnement hormonal optimal. C'est comme ça que ça se passe. On l'a reproduit plusieurs fois. On a eu plusieurs fois des transferts à faire sans progestérone pour des raisons qui étaient des raisons médicales et qui étaient des indications médicales. Pour Marjorie, ce n'était pas le cas. C'était juste que ses taux de progestérone étaient tellement bons que le médecin avait dit, ben, vous faites ce que vous voulez au niveau de la progestérone. Soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Puis vu que les taux étaient excellents, on s'est dit, OK, laissons le corps faire son travail. Donc, ce n'était pas une indication médicale, mais plusieurs fois, on a eu à le faire sur des indications médicales et on a réussi à obtenir des taux de progestérone qui étaient très, très bons. Donc, compter sur la substitution, moi, je ne suis pas contre. Mais avant de faire ça, parce qu'on travaille en permanence avec la médecine, avec les médecins, mais avant de faire ça, je pense que c'est essentiel de comprendre comment on fonctionne et déjà quelle dynamique on peut impulser naturellement dans le fond du système, parce que ce sera toujours une mécanique plus durable, plus équilibrée et plus harmonieuse que quand on va, hop, ajouter un truc dans la balance qui va reperturber en fait le reste du schéma aussi. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on discute souvent avec les médecins, et là, c'était ce qui a été discuté à l'ECHRE cette année. Donc, l'ECHRE, c'est un peu la rencontre annuelle de toutes les cliniques de PMA. C'est qu'on va de plus en plus vers du naturel. Maintenant, il y a plein de preuves, plein d'articles qui montrent que les transferts sur cycle naturel sont bien meilleurs que les transferts sur cycle substitué, notamment par rapport aussi au risque, diminution des risques de grossesse, mais également en termes de réussite, hein. Du coup, plus on doit aller vers du naturel, plus on doit faire de l'adaptation et travailler avec des personnes spécifiques. Quand on n'est pas dans du naturel, ben, on donne à tout le monde la même dose d'œstrogène, à tout le monde la même dose de progestérone, et entre guillemets, c'est facile, mais on voit très bien que ça ne marche pas forcément, parce que si vous êtes ici, c'est que bah, ça n'a pas marché pour le moment. Et en fait, maintenant, vraiment, même la médecine de la procréation va vers du naturel, sauf que pour aller vers du naturel, ben, il faut pouvoir comprendre le corps, et c'est pour cette raison bah, que les médecins veulent travailler maintenant avec Fertiline pour pouvoir comprendre ce qui doit se passer au naturel, parce que ce n'est pas leur compétence. Eux, ils savent travailler avec la médication, ils connaissent très bien les médicaments, mais ils ne savent pas travailler avec du naturel. Alors, Fertiline Lab, ça c'est aussi très intéressant, c'est que si vous le savez ou pas, nous on a mis en place maintenant depuis 2 ans des bilans biologiques de prévention fertilité. Alors, c'est des bilans biologiques qu'on utilise dans d'autres cas qui ont été prouvés pour leur validité, etc. Pas encore pour la fertilité, mais nous on les utilise parce qu'ils nous permettent de comprendre des choses très très intéressantes et on le propose à beaucoup de personnes qui viennent vers nous. Et bah, dans la majorité des cas, même je dirais dans 100% des cas, ça nous permet de trouver des pépites pour améliorer les situations. Et tu vas nous expliquer un petit peu ben, ce qu'on a trouvé chez Marjorie. Alors chez Marjorie, on a fait particulièrement un in-lab contrôle déjà parce que vous imaginez bien qu'à 18 années d'infertilité, vous avez fait beaucoup, 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 beaucoup d'analyses. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le contexte d'implantation. In-lab contrôle, ça nous permet d'avoir la partie hormonale, en fait, notamment hormones surrénaliennes, le cortisol, la DHEA, qui sont typiquement des hormones de survie, pour simplifier, et qui est notre système hormonal prioritaire. Et donc, on part toujours du principe que si ce système hormonal est déjà un petit peu en épuisement, ben, tous les autres systèmes hormonaux le sont depuis bien longtemps, puisque ce système hormonal-là est la priorité de notre corps. Donc, ça contient cette partie-là et ça contient aussi toute la partie immunitaire. En fait, la partie immunitaire d'InLab Control, c'est une photo de ce que fait notre immunité à l'instant T. Et c'est super intéressant parce que dans cette photo de l'immunité, on a une photo de l'immunité générale, mais on a aussi une photo d'immunité spécifique parce que dans notre immunité,
On a des genres de bombes qui vont nous défendre contre tout et n'importe quoi, quel que soit l'agresseur. Et on a une immunité spécifique, c'est-à-dire certaines branches qui vont nous défendre contre les virus, contre les bactéries intracellulaires, contre les bactéries extracellulaires, contre les parasites, contre les mycoses. Donc, en fait, ça nous permet, et des branches de tolérance immunitaire aussi, qui sont fondamentales dans l'acceptation d'un embryon et dans l'implantation d'un embryon. Et donc, quand on prend cette photo, l'immunité, ben, on voit exactement ce que fait l'immunité. Chez Marjorie, on a fait 3 fois le InLab Control. On l'a fait un, deux, oui, trois. On l'a fait 3 fois. En fait, ce InLab Control, la première fois qu'on l'a fait, c'est les petits points bleus que vous voyez. Donc là, sur ce graphique, vous avez la première et la deuxième. Alors, c'est des analyses qui sont extrêmement complexes, hein. Je ne vais pas aller forcément dans les détails, mais je vais vous expliquer globalement les gros tenants et aboutissants de ce qu'on a cherché et de ce qu'on a voulu faire. Ce qu'on a repéré chez Marjorie dans le premier InLab Control, c'est qu'on avait des taux de natural killer qui étaient extrêmement élevés et que ces taux de natural killer qui étaient élevés l'étaient puisqu'on avait des branches immunitaires qui étaient un petit peu fatiguées, notamment des branches immunitaires intracellulaires. Donc, l'immunité intracellulaire, c'est une immunité super importante pendant la grossesse puisque c'est la seule immunité qui vous défend contre la cancérisation. Par exemple, pendant la grossesse, vous n'avez quasiment plus de défense immunitaire parce que c'est l'immunité abaisse ses défenses pour tolérer justement l'embryon. Et donc, vous n'avez quasiment plus de défense immunitaire. Et donc, du coup, votre protection anticancéreuse, elle est menée par des branches très, très spécifiques. En l'occurrence, ces branches très spécifiques, elles étaient abaissées chez Marjorie, ce qui fait que la grossesse en elle-même aurait représenté tout de même un danger. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce InLab Control, on l'a refait au début de la grossesse actuelle. On s'est assuré que les branches étaient dans un bon état immunitaire. Et je vais vous le partager juste après. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des NK qui étaient très élevés, des branches immunitaires qui étaient effondrées. On avait aussi des Treg qui étaient un petit peu au milieu de la norme. Et les Treg, c'est les branches immunitaires qui sont en lien avec l'implantation. On a fait un premier traitement immunitaire. À la suite de ce premier traitement immunitaire, on a vu que les NK se sont complètement normalisés. Donc ça, c'est les barres noires que vous voyez. Par contre, on a observé que l'immunité intracellulaire n'était pas montée. Donc c'était encore un travail qu'on devait refaire parce que parfois, on contrôle un travail qu'on a réalisé et certaines choses auront évolué et certaines choses n'auront pas évolué. Et donc, on devra les faire évoluer à nouveau. Et en fait, en régulant les NK, ben, on a vu que ça a abaissé nos Treg, qu'on pensait être relativement bons, et donc on a dû retravailler sur les Treg. Au niveau des hormones, chez Marjorie, on avait un taux de cortisol qui était, alors vous voyez, on a les résultats d'avant, donc quand on a commencé l'accompagnement ensemble, le taux de cortisol de Marjorie, il était en dessous de la norme. On avait un effondrement du cortisol. Et on avait une dynamique hormonale qui était basse. Donc logique tout ça. Quand vous avez un cortisol qui est bas, il est logique que vos ovaires soient abaissés, puisque les fonctions surrénaliennes sont prioritaires aux fonctions reproductives. Donc si la fonction surrénalienne elle est effondrée, il est évident que les ovaires sont effondrés aussi. Donc on a remonté tout ça et on voit que quelques mois après, on a un cortisol qui est dans la norme, une DHEA qui est dans la norme. Ce sont des résultats qui sont déjà encourageants et vous allez voir au moment de la grossesse à quel point ils se sont améliorés. Il faut savoir aussi que dans les problématiques d'implantation, le taux de cortisol est un immense déterminant de est-ce que l'embryon va pouvoir s'implanter ou pas. Parce que le cortisol est une des hormones qui est à la base de la régulation immunitaire et qui va permettre à l'immunité de faire exactement le bon travail pour que l'embryon s'implante. Alors on peut peut-être avancer Adva. Et ça, c'est aussi une chose que j'aime beaucoup montrer parce que je vous ai montré les courbes et ce qu'on avait repéré chez Marjorie à la base, c'était vraiment l'insuffisance, le profil d'insuffisance hormonale. Et encore une fois, si vous montrez ça à un médecin, la quasi-totalité des médecins vont vous dire, mais Virginie, à 42 ans, c'est normal d'avoir une insuffisance hormonale. Chez qui ce serait pas normal de l'avoir? Je veux bien entendre ça, mais je ne veux pas rien tenter. Donc ça, c'est vraiment aussi une nuance importante. On a effectivement réalisé des dosages hormonaux chez Marjorie à différents moments du cycle. Et moi, j'étais déjà assez convaincue du potentiel de Marjorie parce que on avait un épuisement surrénalien qui était visible et donc clairement ça jouait dans l'épuisement hormonal et j'étais quasi persuadée qu'on allait pouvoir remonter les hormones. Et ce qu'on voit, c'est que là, on a un tracking du cycle sur tous les 2 mois en gros et on a un tracking du cycle du coup sur 6 mois. Et sur ce tracking du cycle sur 6 mois, ce qui nous intéresse, ça va être le taux de stradiol autour de J10, J12. Pour
qu'on ait un corps jaune efficace, un ovocyte de bonne qualité et surtout des hormones en phase lutéale qui soient efficientes et une ovulation qui soit bonne et un contexte d'implantation qui soit bon, on vise un taux d'œstradiol à J10, J12 qui soit au moins au-dessus des 300. Et là, hop, petit problème quand même, quand on commence les dosages, on voit que euh, à J10, sur le premier dosage, le mois de février, ben, on voit un taux d'œstradiol qui est à 146. Et pire, à J12, ce taux d'œstradiol, il commence à baisser. Aussi parce qu'on est proche, effectivement, de l'ovulation. Le mécanisme d'ovulation est en cours. Donc là, on se dit, bon, une ovulation avec un taux d'œstradiol à 146, c'est trop bas. C'est trop bas pour avoir un corps jaune efficace. C'est trop bas pour avoir un contexte d'implantation qui fonctionne bien. C'est trop bas pour avoir aussi un contexte d'évolution, de grossesse qui soit absolument bon. Donc, du coup, on se dit, OK, là, on doit mettre des choses en place. On doit changer cette dynamique hormonale. On va déjà ressourcer tout le contexte surrénalien et on va booster la dynamique hormonale des ovaires. On met ça en place, on met en place des choses au niveau de l'alimentation, au niveau de la complémentation. Vraiment, on fait un énorme travail, hein. Je pense qu'à certains moments, Marjorie prenait plus peut-être d'une quinzaine de compléments alimentaires par jour. Il y a eu vraiment des phases de complémentation ultra intenses et des complémentations qui étaient différentes en phase folliculaire et en phase lutéale. Mais les résultats étaient là. Quand on regarde justement le J9, par exemple, du cycle 2 mois plus tard, on est déjà à 283 en estradiol. Ouf, on commence à respirer. Là, on se dit, on n'est pas encore dans une valeur optimale, mais on se rapproche de quelque chose de vraiment bien. Et on se rapproche d'avoir un corps jaune vraiment bien. Et on attendait d'avoir des résultats optimaux pour pouvoir faire un transfert. 2 mois plus tard, on a des résultats AJ8, AJ10 qui sont, ben, comme vous le voyez, 425 AJ8, 443 AJ10. Donc là, on est au summum, on est au top du top du top. On se dit, on valide le transfert. On valide le transfert et en dessous, on voit le cycle de transfert. Et là, je trouvais intéressant de vous montrer ce résultat parce qu'on voit clairement l'impact du stress sur le stradiol. On voit que alors, ce résultat est beaucoup mieux que ce qu'on avait au tout début au niveau du transfert, mais le fait de valider le transfert et d'aller sur le transfert, ça a été quelque chose de relativement stressant pour Marjorie. Et en fait, ce stress nous a consommé des hormones. Et donc, du coup, on se retrouve avec un taux d'œstrogène qui est encore une fois bien meilleur qu'au tout début, mais qui n'est pas le taux qu'on vise en fait. Et je vais vous montrer après le transfert qui a fonctionné. Vous allez voir, c'est vraiment très différent. Et là, du coup, quand on voit ça, bon, Marjorie, elle arrive très bien à interpréter tout ça aussi. Et d'ailleurs, maintenant, elle est thérapeute chez nous, donc elle connaît très, très bien l'interprétation hormonale. Et là, elle me dit, ah, Virginie, le taux, c'est pas du tout ce qu'on attendait, tout ça. Le transfert se fait et ce transfert, je crois, est le transfert qui donne, je sais plus si ça donne un négatif ou une grossesse biochimique, mais peut-être tu pourras me confirmer, Marjorie. Mais Un négatif. c'était un négatif, ce transfert-là. Ouais. Et là, on s'était dit, en fait, le stress est un problème majeur. Sur le prochain transfert, on va cadrer ça parce que ça nous fait perdre vraiment de la dynamique hormonale. Et tu sais, en fait, je suis surprise de revoir ces résultats parce que je les relisais ce matin. Je me rappelais pas que l'évolution avait été si rapide et si impressionnante parce qu'on est passé quand même sur un J10, sur le J10, on est passé de 146 à 443. Enfin, tu as triplé ton taux de stradiol en fait à J10. Ouais. Et ton ovulation s'est décalée aussi. On a une ovulation qui s'est faite plus tardivement. Donc, on a resynchronisé aussi ben, le travail de ces fameuses granulosas. Et ce qui nous a permis ben, de recadrer effectivement l'ovulation au bon moment. Ouais, le tracking avait des super taux jusqu'au moment où, effectivement, comme tu le dis, on envisageait un transfert et là, à ce moment-là, ben voilà, ça rechutait, probablement dû au stress, alors que je ressentais pas moi spécialement, mais qui était probablement là, en se disant, ben voilà, c'est le cycle du transfert, il faut que tout se passe bien, il faut que les valeurs soient bonnes. Et patatras, à ce moment-là, ça rechutait. Et ça nous a aussi ben, mis une alerte sur, OK, le prochain transfert, on ne va pas l'envisager comme ça, on va vraiment prendre en considération le fait que les transferts occasionnent un stress physiologique et on va anticiper ce stress physiologique. Et on va voir que sur le transfert d'après, les résultats, c'était pas la même chose. C'était vraiment aux petits oignons, là, on était au top du top. Donc, encore une fois, c'était dur, cette phase où on voyait qu'on a réussi à améliorer les résultats hormonaux pendant 6 mois. On valide le transfert parce qu'on est super gonflé à bloc et tout. Et au moment du cycle de transfert, on voit que les résultats sont pas bons. Là aussi, c'était un peu la douche froide. Et dans un parcours d'infertilité, on va pas avoir que des bonnes nouvelles. Ça, c'est une certitude. Et même quand vous serez avec nous,
peut-être qu'on va pas avoir que des bonnes nouvelles. Mais ce qui est important, c'est aussi, ben, quand on a une incompréhension sur quelque chose ou quand on obtient un résultat qui n'est pas le résultat qu'on aurait aimé obtenir, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en déduit? Et comment on l'exporte en fait, à quelque chose de productif derrière. Et là, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bon, ok, ben, ce transfert, c'était pas la dynamique hormonale idéale, même si elle était probablement relativement mieux que 80% des transferts qui se font sans aucun tracking. Mais c'était pas la dynamique hormonale qu'on aurait aimé avoir. On sait pour le prochain transfert ce qu'on aura à faire pour l'améliorer. Et donc là, je te laisse avancer, Adva. Et donc, Alors, du coup, le tracking hormonal du transfert, là, il faut que tu nous étendes un peu l'image parce que ouais. Le truc, c'est que... Ah, pourquoi j'arrive pas à zoomer dessus? Attends, j'essaye de zoomer dessus. peut-être... ouais, voilà, parfait. Par contre, on ne Alors, voit pas. bon, je vais vous dire un peu. Ah, voilà. Donc, le transfert gagne, le cycle de transfert gagnant. Donc là, on se relance sur un cycle de transfert et on se dit, bon, cette fois, on gère le stress physiologique. On gère le stress physiologique pour éviter les phénomènes de déviation hormonale et on va vraiment faire en sorte que toute l'énergie soit dans le système reproductif pour que ce transfert fonctionne, qu'on ait un corps jaune impeccable et une production de progestérone impeccable. Et là, magique, parce que, alors, on va reprendre le stradiol. Donc, le stradiol, il commence à J3 avec un taux de 79 qui est relativement bon. Notre J13, il est à 316, ce qui est un bon taux. Ce qu'on veut, c'est vraiment un taux, on va dire, entre 300 et 500 à peu près. Et surtout, ce qu'on visait, c'est un beau corps jaune. C'est pour ça qu'on veut avoir des oestradiols élevés avant l'ovulation. C'est pour avoir un beau corps jaune. Parce que ce corps jaune, qu'est-ce qu'il fait? Il produit la progestérone, mais pas que. Il produit l'œstradiol nécessaire à l'anidation, super important. Et il produit pas que ça. Il produit des facteurs d'angiogénèse, c'est-à-dire de construction des vaisseaux sanguins pour que justement le prémisse du placenta puisse vraiment, comment dire, intégrer tout l'endomètre. Et il contient aussi des facteurs de vascularisation pour que la vascularisation intra-utérine soit optimale. Et donc, du coup, là, on se retrouve à 5 jours post-ovulation avec un taux de progestérone qui était à 15 et donc sans substitution. Et là, du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que finalement on met une substitution en progestérone en place ou non? Le taux est relativement bon, on tente sans. On s'est mis d'accord avec Marjorie, le médecin était d'accord, hein. Le médecin laisse ses cartes blanches. Nous, on ne remet pas en question les conseils des médecins. Ça, le médecin prend les décisions médicales, on accompagne les décisions médicales telles qu'elles sont prises. On ne va pas remettre en question ce que dit le médecin. Par contre, si le médecin donne carte blanche, et en l'occurrence, là, c'était le cas, il avait dit à Marjorie, franchement, vous avez un bon feeling. Faites ce que vous sentez avec votre feeling. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre de la progestérone, vous en prenez. Si vous sentez que ce n'est pas nécessaire, vous ne prenez pas. Et là, on fait un dosage de la progestérone. Donc finalement, 5 jours post-ovulation, on a une progestérone à 15. Et là, c'est le jour du transfert. Donc le transfert est réalisé. 8 jours post-ovulation, on a une progestérone à 14. C'est un chiffre qui est relativement correct. Et surtout, à 14 dès post-ovulation, la progestérone commence à exploser. Là, on passe à 35, 30. Donc, quand on commence à être à ces résultats-là, on n'a plus vraiment de doute sur la quantité de progestérone disponible. Et surtout, donc, 14 jours post-ovulation et donc 9 jours après le transfert, on a le premier test de bêta-HCG que vous voyez tout en dessous qui revient à 240. Donc là, on se dit, waouh, cool, victoire, numéro un. Mais on est prudent, on attend le deuxième taux qui revient à 625 et donc là, on commence à avoir de plus en plus de certitude et la certitude va se confirmer. Et à ce moment-là, on se pose la question. Alors, tu peux peut-être faire défiler les... Et alors ça, c'est le petit message de Marjorie, je me suis permis de le, de le mettre avec cette photo que moi j'aime beaucoup, la photo de impossible. D'ailleurs, c'est très drôle parce que pour la petite anecdote, tu m'as envoyé cette photo, Marjorie, et un petit film qui va avec, que j'adore. Et en fait, depuis qu'on a créé Fertiline, même avant qu'on crée Fertiline, tu peux le confirmer, elle va dans mon cabinet. J'ai exactement un tableau avec un impossible et les deux premières lettres barrées. Et en fait, enfin pour moi, ça donne vraiment le sens à ce qu'on fait tous les jours. C'est OK, on vous a dit que c'était impossible. Ben, venez, on va vous montrer qu'on peut le faire ensemble. Et en fait, pour moi, c'est aussi un des moteurs de me dire pourquoi on ne laisse pas la chance à ces personnes-là au lieu de leur dire ben non, ça va être compliqué, ben non, vous avez peu de chance, ben non, c'est pas possible. Ben en fait, OK, laissons juste laissons juste la chance. Et donc voilà, ce petit message qui était touchant et qui faisait écho avec plein de choses. Et du coup, quand cette grossesse survient,
Marjorie me dit, OK, ça m'inquiète quand même, ces fameux CD8 qui étaient encore justement abaissés. Alors attends, je vois, tu peux agrandir un petit peu? Ouais, c'est compliqué quand tu es thérapeute toi-même parce qu'elle, elle connaissait bien ces trucs, donc elle pouvait vraiment analyser ben, sa propre situation, Tout à fait. finalement. Tout à fait. Et en fait, voilà, donc on se disait, OK, ça m'inquiète un petit peu, c'est ces D8 qui sont encore abaissés, et puis finalement, les natural killers, est-ce qu'ils vont protéger? Est-ce que la tolérance immunitaire va remonter, tout ça? Et en fait, on a décidé ensemble de refaire un in-lab control au début de la grossesse, et on s'est dit, sur cette grossesse, on a deux probabilités. Soit cette grossesse est évolutive, et c'est ce qu'on souhaite le plus, et quand on aura les résultats du in-lab control, et ben on pourra mettre plein d'actions pour protéger en fonction de l'équilibre immunitaire et puis pour protéger les zones qui sont des zones faibles et pour amplifier les zones qui sont des zones fortes. Et si malheureusement la grossesse n'est pas évolutive, on aura pris une photo de l'immunité en début de grossesse. Et parfois, prendre cette photo de l'immunité en début de grossesse, c'est une pépite parce que ça nous permet de comprendre exactement ce qui déraille. Et quand on a justement des fausses couches, alors c'est vrai que c'est toujours très douloureux. Déjà, il faut savoir on a quand même un taux de fausses couches chez Fertiline qui est relativement bas, mais quand on en a, la première chose qu'on fait, c'est faire un in-lab control. Le minimum qu'on fait, c'est faire un in-lab control. On dit, OK, tant que vous avez des bêta-HCG, faites un in-lab control. Parce que ça nous permet d'avoir la photo de votre immunité. Ça nous permet de voir si votre immunité est en cause dans cette fausse couche ou si c'est tout à fait un autre phénomène. Et si c'est un autre facteur, un autre élément, ben on va le chercher. Mais il faut qu'on puisse enlever des éléments, il faut qu'on puisse enlever des hypothèses pour aussi réaliser un travail efficace. Et donc là, on fait, c'est une lab control et en fait, l'immunité fait, on s'aperçoit que l'immunité fait exactement ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire que les T-reg sont très bons, ils sont très bons et par contre, ils ne dépassent pas la norme parce que sur une grossesse, quand on a des T-reg qui commencent à dépasser la norme, avec notamment ben, les CD8 qui sont bas, ben, ça donne aussi un profil de risque. Donc là, en l'occurrence, on est rassuré, on sait qu'on va devoir continuer à monter les CD8 pendant la grossesse, donc on met en place des probiotiques qui montent les CD8 qui sont compatibles avec la grossesse pour soutenir justement ce système-là. Et puis surtout, on voit que l'immunité fait exactement ce qu'elle est censée faire. On a une régulation immunitaire qui est parfaite. Tout est absolument dans la norme, la tolérance immunitaire est montée. On est rassuré sur le fait que l'immunité a fait exactement le job qu'elle devait faire pour que cette grossesse soit évolutive. Donc finalement, on peut se dire, bon, on a un peu fait un lab pour rien parce que la grossesse évolue. Et puis du coup, on l'aurait pas fait, on aurait les mêmes réponses, ce serait pareil. Mais concrètement, Bon, on je voit pense que que l'immunité Marjorie se se comporte sentait correctement. psychologiquement rassurée aussi. Parce que c'est aussi, enfin, quand on a une grossesse après 18 ans, on a besoin aussi de se rassurer. Donc, Bien je sûr. pense que c'est pas pour rien, c'est aussi pour la tranquillité de l'esprit. C'est pour la tranquillité de l'esprit. Et puis surtout, on voit aussi au niveau des hormones surrénalières que le cortisol fait exactement ce qu'il est censé faire. On est en grossesse, il monte, il crée de l'adaptation immunitaire. Tout est à sa place. Et on peut observer que tout est à sa place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rassurant, surtout quand on a un parcours long. Alors, la majorité du temps, on va beaucoup réfléchir au type d'analyse qu'on va faire. On va essayer de ne pas pousser les analyses pour rien. Mais par contre, c'est vrai que quand on a des parcours qui sont relativement longs, avec énormément d'anxiété, parfois c'est intéressant d'avoir quand même une ou deux analyses supplémentaires qui juste nous posent un peu et nous permettent d'être rassurés quant à l'évolution positive de cette grossesse. Donc, ce in-lab control est revenu avec des éléments qui étaient relativement bons. Moi, je pense qu'on peut le passer parce que ça, c'est les ratios. Voilà. Donc là, on vous a présenté toute l'histoire de Marjorie, puis comment on a travaillé sur la, bah, comment on a travaillé avec Marjorie bah, depuis le moment où elle a commencé. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé bah, à faire la solution in concept. Elle a utilisé les algorithmes parce que ça, déjà, ça nous permet de vraiment avoir des profils, d'avoir des indications, d'avoir des recommandations précises. Et puis, c'est vrai que dans la situation de Marjorie, c'est ce qu'on préconise dans des situations qui sont des situations, on va dire, très complexes, des infertilités de longue durée, c'est de prendre aussi un accélérateur dès le départ ou peut-être après 1 ou 2 mois, parce que c'est vrai que souvent, quand on commence la solution in concept, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et parfois, on a besoin de 1 ou 2 mois pour comprendre tout, assimiler, mettre en place. Et puis à ce moment-là, c'est intéressant de prendre un accélérateur, surtout ben, dans des situations telles que Marjorie, où, ben, les situations, c'est vraiment contexte compliqué avec plusieurs pathologies. Année d'infertilité, ben mais voilà. Il y a aussi Plus de trois échecs d'implantation, problématique de développement embryonnaire.
Voilà, et puis ben, pour accélérer aussi quand l'âge devient un facteur vraiment limitant, parce que quand ben, Marjorie elle est venue vers nous, elle avait déjà 42 ans, c'est ça, 43, bah, ça commence aussi à presser, on doit aller vraiment de l'avant, puis on sait que ben, on va pas pouvoir faire encore beaucoup d'essais. Là, c'est bien d'accélérer, et puis durant cet accélérateur, ben, les thérapeutes vont regarder un petit peu tout ce que Virginie et la collaboratrice avec laquelle tu as travaillé ont fait et proposer éventuellement justement à une lab contrôle pour aller encore plus loin et vous pousser vers la réussite. Et puis après, il peut avoir un temps aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Marjorie, ça a mis 2 ans parce qu'il y a eu aussi des expériences entre deux. C'est pas des échecs, mais des expériences. Mais aussi, il faut que le corps assimile tous les changements. Et c'est chez Marjorie, ça a été relativement rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est quand même thérapeute, donc elle sait comment faire les changements rapidement. Elle a l'habitude de travailler avec la nutrition. Chez une autre personne, ça peut être un peu plus long. Et le corps doit aussi faire ses propres adaptations. Et tout simplement, on ne peut pas compresser le temps. Mais on se dit, et ça a été aussi le cas de Jennifer qui est venue vers nous avec une situation extrêmement complexe, une endométriose stade 4, bah, il lui a fallu quand même 2 ans. On va dire qu'au bout de 2 ans, on y arrive finalement. C'est un peu la limite, hein? Clairement, on a, en fait, enfin, c'est tellement pas prédictible. On a vu, d'ailleurs, je vais quand même raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup, c'est que quand Marjorie est entrée dans notre équipe, on a géré une situation ensemble. Donc, elle était la thérapeute référente et moi, la thérapeute superviseur, de la deuxième situation d'infertilité la plus longue qu'on ait jamais eue, qui était une situation extrêmement complexe. Et c'est vrai que c'était un vrai challenge, mais Marjorie, elle a une extrêmement bonne compréhension, parce que quand on a un parcours personnel, en réalité, on comprend tout dans les détails. Et moi, j'ai tellement confiance en elle aussi pour l'interprétation. Puis c'est vrai que j'étais là pas mal aussi dans le suivi de la situation. Et c'est un couple qui me touchait aussi beaucoup dans leur dynamique. Ils sont hyper beaux à voir, clairement. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que cette situation est résolue. On a aussi une grossesse et une grossesse évolutive et c'était la deuxième situation d'infertilité la plus longue après celle de Marjorie. Et c'est vraiment hyper joli de voir que ben voilà Marjorie, en travaillant avec nous et en intégrant l'équipe, non seulement ben, elle a résolu sa situation, mais aujourd'hui elle contribue à résoudre la situation d'autres personnes et parfois des situations qui sont extrêmement complexes. Donc c'est pas c'est pas une chose qui arrive qu'une fois, c'est clairement des choses qui se reproduisent. Et par contre, là où je voulais en venir, c'est que c'est très peu prédictible parce que quand je prends la situation dont je suis en train de parler, qu'on a résolu avec Marjorie, en fait, cette situation, elle a été résolue sur un accélérateur de 3 mois ou de 6 mois, je sais plus. En tout cas, sur un temps relativement court. Rapide. Donc, parfois, on va mettre effectivement 1 année, 2 années à résoudre une situation et parfois, ça va être extrêmement rapide. Et c'est assez difficile de prédire. On n'est pas médium, on ne peut pas prédire ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va mettre tout notre possible en place pour que la situation évolue le plus rapidement possible et qu'on arrive le plus rapidement possible à un contexte équilibré et favorable à une grossesse. Donc, ça, on peut le dire avec certitude. Mais, et comme tu disais, en 2 ans, la majorité des situations, on les a résolues. Mais 2 ans, ça paraît interminable. Mais en fait, c'est relativement court euh, pour des parcours d'infertilité qui sont des parcours complexes. Et il y a des situations qui sont résolues beaucoup plus rapidement aussi, Voilà, clairement. et on travaille vraiment en couche d'oignon, c'est-à-dire que souvent, en fait, on enlève une couche et puis on trouve quelque chose d'autre, puis on enlève cette couche. En fait, souvent, on nous dit, mais pourquoi tout de suite on n'a pas fait ça? Ben, parce qu'en fait, en améliorant une chose, on va voir un autre système, parce que c'est quelque chose en chaîne. Donc, en améliorant quelque chose, ben, on va avoir une défaillance ailleurs, et c'est pour ça que ça peut mettre du temps. Donc, nous, notre proposition, justement, bah, vous avez écouté toute cette présentation. Vous dites peut-être que, ben oui, mais on a réussi pour Marjorie, on a réussi pour d'autres personnes. Quand on a annoncé le temps d'infertilité de Marjorie, il y a eu aussi une autre personne dont on avait fait le décrypte, Camille, qui était venue vers nous en nous disant, quoi, il y a eu plus long que moi, moi c'était 15 ans. Et il nous a dit, mais waouh, incroyable, voilà. Donc, on a résolu pas mal de situations. Et ce qu'on veut vous proposer, c'est de déjà commencer avec la solution InConcept et on vous propose une réduction de 18% en l'honneur de Marjorie pour eh bien, pouvoir engager ce changement parce que ça sera déjà la première couche d'oignon. C'est-à-dire qu'avec la solution InConcept, vous allez déjà travailler euh, la surcouche et parfois ça suffit. C'est pour ça que la solution InConcept, bah, elle a aidé pas mal de gens. Par exemple, Laurie, qui est une de nos ambassadrices, qui a pu être tombée enceinte 2 fois malgré une endométriose.
assez profonde, eh bien, elle a fait que la solution in-concept. D'autres personnes ont besoin des accélérateurs, ça dépend de la situation. Et déjà, commencer avec une solution in-concept permet d'enlever une bonne couche d'oignon. Et si après, on doit encore enlever certaines couches, ben, pourquoi pas continuer sur un accélérateur ou sur des in-lab. Mais en tout cas, c'est le premier accès. La première chose que vous pouvez faire pour vous, la première chose que vous pouvez faire pour votre fertilité, eh bien, c'est d'aller sur la solution in-concept. Tout D'accord, simplement, aller d'ailleurs, cette solution, c'est la base de tout, en fait, hein. ah, C'était aussi la base pour Marjorie, c'est la base de toutes les situations qu'on accompagne, parce qu'en fait, même dans les accélérateurs, on ne retravaille pas ce qui a été donné par l'algorithme. Nos algorithmes, ils font le travail mieux que nous sur le cadre alimentation. Donc, en fait, même quand on est en accélérateur, ce qu'on retravaille, c'est la recherche d'éléments nouveaux, c'est justement de relire les analyses biologiques, d'aller amener de la pertinence, d'aller lire entre les lignes. C'est ça qu'on amène, le travail d'équipe aussi. Mais en réalité, la solution in-concept, c'est la base de la prise en charge, clairement. Euh, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce soir votre boîte mail. Vous allez recevoir un email avec le code. Et on nous a demandé s'il y aurait un replay. Donc, effectivement, comme il y a eu des soucis techniques, on va vous mettre un replay, soit sur... En tout cas, on vous envoie un lien. Je ne sais pas encore si on va la mettre sur YouTube, mais on va en tout cas vous envoyer un lien pour revoir le replay si vous êtes venu un petit peu en retard. Et puis, on va passer aux questions parce qu'on a pris du retard du coup, mais c'est pas trop grave. Donc, je commence. Juste avant les questions, est-ce que je peux me permettre de poser une question à Marjorie, si t'es encore là, Marjorie? Mais t'es encore là. Dis-moi. Magnifique. Euh, Marjorie, moi j'avais la question de combien de temps tu as mis pour te lancer dans un programme Fertiline à partir du moment où tu as connu Fertiline? Parce que toi, tu es quand même expérimenté en nutrition, en diététique, en nutrition, c'est ton métier de tous les jours, même si tu ne travaillais pas avant spécifiquement dans la fertilité. Mais du coup, ben, tu peux, en tout cas, tu es à même de juger si un programme semble fiable ou pas. Et combien de temps tu t'as mis pour te lancer? Très vite. En fait, c'est par hasard que je suis tombée sur les vidéos Fertiline via les réseaux sociaux de manière générale. Et puis, j'ai regardé quelques vidéos YouTube et j'avais la conviction qu'au niveau immunitaire, il se passait quelque chose chez moi, que la médecine traditionnelle ne prenait pas suffisamment en compte. Et donc, j'ai vu que Fertiline faisait ces analyses-là et travaillait principalement, enfin, travaillait sur ça principalement, mais sur d'autres choses aussi. Et donc, effectivement, ça a été rapide et je me suis mise très vite en accélérateur. Alors à ce moment-là, c'était en My Baby plutôt qu'en accélérateur parce que c'était la formule d'avant. Parce que j'avais le sentiment que mon dossier devait être pris de manière globale par quelqu'un qui n'avait pas été sur le dossier en lui-même. Et Hmm. donc, voilà, mais Un très nouvel vite. œil, une nouvelle vue. Ouais, ouais, c'était vraiment ça. Et Hmm. plusieurs yeux, parce qu'on le rappelle, Ouais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des situations complexes, quand ben, une thérapeute ben, peut-être a quelque chose qu'elle n'a pas encore vu, bien va proposer aux autres thérapeutes, et puis c'est vraiment le cerveau collectif qui permet d'aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on apprend. Puis comme tu disais, Virginie, une fois qu'on apprend quelque chose, ben, on le met en pratique pour d'autres personnes, on distribue, et puis une fois que ça a marché sur plusieurs personnes, ben, ça devient un processus et on va le mettre aussi dans les algorithmes. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer aussi par le in-concept et puis de voir déjà si ça peut vous aider. Et si au bout de 2, 3 mois, vous n'êtes pas, enfin, il n'y a pas de résultats suffisamment concrets parce qu'on ne peut pas vous promettre forcément une grossesse en 3 mois, mais en tout cas que vous ne voyez pas les choses assez bouger, enfin les choses bouger vite ou que votre situation est vraiment complexe comme celle de Marjorie, bah, faut peut-être aller sur un accélérateur assez rapidement. On répond aux questions? Merci Marjorie en tout cas merci d'avoir beaucoup. été là. On va Merci à peut-être vous. te libérer pour pas que tu sois, comment dire, tenue à nous de force. Mais enfin, moi, je te l'ai dit, je suis très admirative, je te l'ai dit plein de fois. J'admire ta combativité, tout ce que tu as mis en place pour en arriver là. Je sais aussi l'énergie que ça t'a coûté. Donc, ben, merci à toi aussi pour tout ce que tu nous as apporté, appris dans ta situation et pour ta confiance et d'avoir été là avec nous pour ce webinaire. Voilà, Ouais, merci c'est de gentil. partager avec nous tout ça. Merci. Merci à vous surtout. Vous savez combien je suis en admiration et en gratitude par rapport à ce que fait Fertiline parce que je crois vraiment en ces programmes.
D'ailleurs, j'ai intégré l'équipe parce que j'y crois encore plus. Mais je pense vraiment que Fertiline m'a permis de, de, de sortir la tête de l'eau à de nombreuses reprises. Et donc, pour tout ça, je vous en serai reconnaissante à jamais. Merci. Merci beaucoup, Marjorie. À tout Gros bientôt. bisous tout le monde. Bisous. À Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. Alors, on va essayer de répondre aux questions, on en a pas mal. Bonjour, dans le cas d'une grossesse après hyperhomocystéine, suffit-il de prendre de la méthylfolate sans l'acide folique et dans quelle dose? Bon, en fait, ça dépend, ça dépend enfin, tout dépend de quel est le taux d'homocystéine. Moi, j'aime aligner les taux d'homocystéine pendant la grossesse, ça c'est vrai, et prendre de l'acide folique, c'est pas la seule façon de le faire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Le fonctionnement du foie est important pour réguler l'homocystéine. L'apport en B9 méthylé, oui, mais aussi en B12 et en B6 méthylé, ça fait partie des essentiels. Et également l'apport en protéines, qui est super important. Donc souvent, il faut vraiment combiner des facteurs. Et c'est vrai que je trouve que l'homocystéine, c'est encore une molécule sur laquelle on ne met pas assez d'attention pendant la grossesse, et surtout quand on a une hyperhomocystéinémie avant. Ça vaut vraiment le coup de mettre beaucoup de focus là-dessus. C'est super important pour tout le développement embryonnaire et fétale, en fait. Et des tissus aussi fétaux, du Mm. placenta et... Voilà, pour réduire aussi les risques durant la grossesse, c'est vraiment important. Exactement, exactement. Qu'est-ce que c'est une grossesse biochimique? Tout simplement, c'est une grossesse qu'on a pu voir en fait. On a un test positif, on a aussi un bêta-HCG qui a monté, mais on n'a pas pu observer la grossesse à l'échographie. Donc, on appelle ça une grossesse biochimique. C'est tout simplement que bah, Un chimiquement, début on l'a vu. d'implantation, en fait. Voilà, on l'a vu L'embryon chimiquement. s'implante, mais la grossesse n'évolue pas. Elle Voilà, n'évolue pas, et au bout de 48, 70, 72 heures, la grossesse est arrêtée. bêta-HCG diminue, exactement. Quel est le meilleur moment pour faire un Fertile Lab? Alors nous, on le conseille, pour moi, il y a deux moments clés. La réalité, c'est qu'on pourrait le faire à peu près n'importe quand, parce que c'est pas forcément des analyses qui portent sur les hormones du cycle. Mais par contre, nous, ce qu'on aime bien, c'est le faire au moment de l'implantation, c'est-à-dire plutôt autour de J20 dans un cycle, ou alors lorsqu'on est enceinte ou qu'on vient de faire une fausse couche, tant que les bêta-HCG sont encore hauts, ça nous permet vraiment de comprendre le contexte immunitaire. Et là, c'est toujours un moment où on va conseiller effectivement de faire un lab, parce que bah, en réalité, que vous ayez une expérience douloureuse, c'est une chose, mais de rien en faire, ça la laisse douloureuse. Si vous avez une expérience douloureuse et que vous en déduisez ce qui va changer l'ambiance et ce qui va changer vos résultats, ben, ça reste une expérience, mais vous l'avez utilisée clairement à bon escient. Donc pour moi, c'est vraiment J20 et contexte de fausse couche. Mhm. Alors, ensuite, vous parlez d'un travail immunitaire suite au InLab. Il consiste en quoi, en fait, justement, qu'est-ce qu'on va Hmm. faire pour faire bouger cette immunité? Alors Est-ce qu'il nous, y a des médicaments, cortisone, ou c'est plutôt du naturel? non, on n'utilise pas de médicaments tout simplement parce qu'on n'est pas médecin, on est des thérapeutes, on est des thérapeutes diplômés, on est des professions paramédicales en fait, mais nous ne sommes pas médecins, donc nous ne prescrivons pas évidemment de cortisone ni d'intralipides, d'autant plus que ces traitements-là sont déjà médicalement très remis en question sur leur impact immunitaire. On s'aperçoit que ça ne marche pas forcément Cortisone très bien. également. La cortisone également. Du coup, non. En fait, nous, ce qu'on va chercher, par exemple dans InLab, on va chercher ce qu'on appelle des co-infections. Parce que si vous avez votre immunité qui s'excite, notamment au niveau des natural killers, c'est eux qui posent souvent un problème. C'est vraiment une dynamique entre natural killer et Treg. Si cette dynamique-là est déséquilibrée, souvent, c'est parce que l'immunité, elle est embêtée par quelque chose. Elle est embêtée par une co-infection. Ce qu'on va chercher dans InLab, c'est les co-infections. Et quelles sont spécifiquement les co-infections? Est-ce que c'est des viroses, des parasitoses, des bactérioses? Et c'est cette co-infection qu'on va traiter avec des éléments naturels. Souvent, on va utiliser des éléments qui sont à base de polysaccharides, de polyphénols, qui sont des molécules naturelles et qui vont être spécifiquement antiparasitaires ou spécifiquement antivirales. On va parfois utiliser des champignons thérapeutiques. Ce sera toujours dans le cadre naturel, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas efficace, hein. C'est quand même des molécules qui sont extrêmement complexes, et surtout, aujourd'hui, on a quand même 2 années de recul sur InLab, c'est-à-dire qu'on a eu le temps d'en faire des InLab et d'en faire plusieurs chez les mêmes personnes. Donc, on voit vraiment évoluer les profils et on voit vraiment si ce qu'on utilise a un impact et au bout de combien de temps ça a un impact. Donc, nous, on ne travaille que avec du naturel. Ça peut vouloir dire des huiles essentielles aussi, mais en tout cas, ce sera toujours dans le registre. Phytothérapie, molécules phytothérapeutiques, micronutriments, huile essentielle. C'est vraiment un peu notre champ d'action sur le traitement immunitaire et Ce qui est important, probiotiques.
Ouais, ce qui est important de rappeler quand même, c'est que la plupart des médicaments sont basés en fait sur l'effet des plantes. On va mimer l'effet de certaines plantes. Oui. euh, et du coup, ben, c'est juste que c'est des éléments chimiques, mais les plantes, ça marche tout autant. Et c'est pour ça qu'on va dire de faire attention à ce qu'on va prendre pendant la grossesse, parce que prendre une huile essentielle ou prendre un élément phytothérapeutique quand on est un début de grossesse, vous faites très attention d'ailleurs quand il y a pas un risque, mais parce que chez nous, c'est pas un risque de grossesse, mais quand il y a une éventualité de grossesse, ben, on va arrêter certains éléments parce qu'on sait que ça a beaucoup d'effets finalement. Donc, il y a vraiment des effets et on peut vraiment se soigner que avec la médecine, on va dire, naturelle. Alors, quelqu'un demandait pour diminuer les natural killers, ben, de nouveau, c'est de trouver la co-infection parce que si En il y a fait, une c'est d'aller co-infection, comprendre pourquoi l'immunité pète les plombs, en quelque sorte. c'est ça. Notre immunité ne se met pas en hyper-immunité juste par plaisir. Elle se met en hyper-immunité parce qu'elle défend quelque chose, elle défend notre corps contre quelque chose et que les branches immunitaires qui sont censées défendre notre corps contre ce quelque chose sont fatiguées. Et du coup, si on enlève ce quelque chose et qu'on restaure les branches immunitaires spécifiques, les NK, d'eux-mêmes, ils vont se détendre, ils vont se calmer et l'immunité d'elle-même va se calmer. En fait, si l'immunité n'accepte pas un embryon, c'est qu'elle a un plus gros combat. Et c'est ce plus gros combat qu'il faut identifier et résoudre pour que l'embryon puisse avoir sa place et se développer de façon harmonieuse. Et puis pour remonter le cortisol, justement, bah, c'est déjà ça aussi, c'est comprendre les co-infections parce que le cortisol peut être épuisé par une co-infection. On peut réduire le stress. Il y a autre chose aussi. En fait, on va diminuer les effets du stress sur le corps. Donc souvent, on va complémenter en magnésium, mais c'est pas la seule chose. On va aussi parfois rebooster les surrénales avec ben, des attitudes, notamment certaines attitudes le matin, en changeant le petit déjeuner, en changeant la structure de l'alimentation, en amenant des plantes aussi qui peuvent remonter le cortisol. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Parce que c'est pas parce qu'un cortisol est effondré qu'il faut forcément le remonter de façon isolée. Il faut voir toute la dynamique hormonale totale. Et c'est ça qui est pertinent. C'est vraiment de voir quelle est la dynamique entre le cortisol et la DHEA, puisque certaines plantes vont permettre de transformer de la DHEA en cortisol. Mais si on a un taux de cortisol bas et un taux de DHEA bas, elle sert à rien, cette plante-là. C'est pour ça que, en fait, ce qui fait qu'on va utiliser la bonne stratégie, c'est la connaissance du profil de la personne et c'est la connaissance aussi des plantes et des éléments qu'on peut utiliser et la précision de ce qu'ils vont faire dans tel ou tel ou tel profil. Là, on a d'ailleurs une question, alors je saute une question, mais quelqu'un qui dit comment on diminue le stress physiologique, ben justement, c'est comprendre qu'est-ce qui amène ce stress physiologique. Et une fois qu'on a compris ce stress, alors il y a la cohérence cardiaque, ça c'est une chose, Ouais. mais ça c'est plus le stress, le stress, mais le stress physiologique, il faut comprendre qu'est-ce qui stresse. Est-ce que Mhm. c'est un élément de stress externe? Est-ce que c'est une co-infection, etc. Et une fois qu'on a compris, ben, on va travailler là-dessus et du coup, ben, ça diminue le stress physiologique. On a quelqu'un qui nous dit, ben, à 49 ans, on me dit que je ne pourrais pas améliorer mon statut hormonal et je vous remercie pour votre commentaire. Pourtant, avec mon programme InConcept, j'ai pu améliorer mon profil hormonal et bravo. Vraiment, ben, vous voyez, on a la preuve. Est-ce que vous m'autorisez à prendre un print screen de cela et de le partager? Sinon, il n'y a pas de souci. Vous me répondez, c'est OIBA. Vous me répondez oui ou non parce que je trouve que c'est magnifique. On dira pas qui c'est, mais c'est vrai que ça encourage d'autres personnes. Et en fait, encore une fois, l'âge n'est qu'un des facteurs. Ce n'est que un des facteurs. Et c'est pas l'intégralité des facteurs. Il y a d'autres facteurs. Et donc, du coup, enfin, oui, il faut considérer l'âge, mais on ne peut pas considérer que l'âge non plus, clairement. Alors, justement, quelles sont les unités quand vous dites autour de 300 pour l'œstradiol vers J12? J'ai deux chiffres sur mes Ah analyses. oui. Si on a une ovulation tardive à J19, qu'est-ce qu'on doit atteindre à ce niveau? Alors en fait, le stradiol avant ovulation, la mesure qu'on utilise nous, qu'on interprète nous, c'est les pictogrammes par litre, par millilitre ou par litre. Pictogrammes par millilitre. Enfin, c'est la mesure en PG en fait. Et donc, c'est cette mesure qu'on interprète. Et si on a une ovulation tardive vers J19, qu'est-ce qu'on doit atteindre à ce niveau? Ben, déjà, si on a une ovulation tardive, il faudrait aller doser le stradiol, en gros, 24 à 48 heures avant le jour de l'ovulation. Et on doit atteindre le 300 à 500 en pictogramme. En tout cas, 48 à 72 heures, à 72 heures, pardon, avant l'ovulation. 24 à 48 heures, pardon, avant l'ovulation. C'était pas très clair, mon truc. C'est clair ou pas? Ça va.
En gros, on mesure 24 heures à 48 heures avant le jour de l'ovulation connue. Et c'est dans cette zone-là qu'on doit avoir un taux d'estradiol entre 300 et 500 pictogrammes. Alors là, à 43 ans, j'ai fait 4 fausses couches depuis depuis les 14 derniers mois. Mes oestradiol ne dépassent pas 250. Le stress est très important avec un cortisol bas et des anticorps antinucléaires très hauts sans maladie auto-immune. J'ai fait un boost hypophysaire sur 2 mois, huile onagre et 2 stims par chlomide qui ont donné une fausse couche. Un in-lab contrôle est prévu. Quoi faire dans l'intervalle? Je pense que le in-lab control, c'est un gros plus. À mon avis, il faudrait aussi que vous puissiez moduler vos taux de cortisol. Ça, c'est important. Il y a probablement un stress qui péjore clairement les résultats. Et il faut aussi savoir que sur un profil d'épuisement, le chlomide, ça marche pas très bien. Parce que la réalité enfin, le chlomide, il est plutôt fait pour faire baisser, pour faire chuter le taux de stradiol et créer un rétrocontrôle de la FSH qui va monter et qui va réaugmenter le taux de stradiol. Et ça marche quand on n'est pas épuisé. Quand on est épuisé, ça marche pas très bien. Donc, sur un statut d'épuisement, parfois le chlomide n'aide pas, voire même il peut aussi parfois péjorer ce statut d'épuisement. Je pense que c'est une situation qui commence peut-être à devenir un petit peu complexe. Je me demande si ce serait pas pertinent pour vous aussi, si vous l'avez pas déjà fait. Donc là, il y a le InLab qui va déjà être une consultation très éclairante sur ce que vous pouvez mettre en place. Et ce serait intéressant de voir avec la thérapeute qui va interpréter le InLab si ce serait pertinent pour vous d'aller peut-être sur un accélérateur sur 3 mois. Parce que enfin, la majorité du temps, 3 mois, ça nous permet vraiment de décortiquer les bases de la situation et de comprendre énormément d'éléments. Et en tout cas, sur les mécaniques de rééquilibrage hormonal, c'est souvent suffisant pour donner l'impulsion, clairement. Donc, ce serait peut-être effectivement pertinent de faire ça. Dans l'intervalle, je pense que dans l'intervalle, ben peut-être de discuter avec le médecin d'un autre traitement que le chlomide, peut-être une mini-stime qui répondrait peut-être un tout petit peu mieux. Ouais, et puis le boost hypophysaire, de le refaire aussi sur un tout petit peu plus longtemps. Je pense que ça peut valoir le coup pour ressourcer en fait le climat de fond et aussi de demander peut-être sur la communauté fertiline comment vous pouvez remonter votre cortisol, qu'on vous donne vraiment des indications pour remonter un petit peu plus vite votre cortisol et vous allez avoir les indications in-lab. Ça va être précieux aussi, vraiment précieux. Ouais, parce que si on ne sait pas de nouveau ce qui épuise le cortisol, ben c'est compliqué de savoir comment le remonter. Oui, Voilà. clairement. Comment avez-vous réussi à augmenter la dynamique des granulosas et en quoi cela impacte le corps jaune? Alors déjà, c'était super compliqué. On a vraiment sorti les rames hein, sur cette problématique. On a fait beaucoup de tests avant d'arriver à quelque chose de concluant sur les granulosas. On a travaillé sur beaucoup d'axes. On a ressourcé un petit peu le fonctionnement de l'ovaire. Donc ça, souvent, ça se fait avec des huiles. Et on a aussi beaucoup travaillé sur l'inflammation ovarienne, ce qui est, à mon sens, un des plus gros facteurs de variation du travail des granulosas. Donc, travailler d'une part sur l'inflammation ovarienne, d'autre part sur la déviation hormonale. Chez Marjorie, on avait beaucoup de déviation hormonale. Et d'autre part sur ressourcer le contexte ovarien. Pour moi, ça se fait en plusieurs actes, en fait, de travailler sur le fonctionnement. En fait, les granulosas, c'est des parties. Déjà, les ovocytes sont les cellules les plus grosses du corps qui sont les plus facilement dysfonctionnelles parce qu'on en a aussi beaucoup. Elles ont un renouvellement très rapide. Et les granulosas sont encore des micro-trucs dans des micro-fonctions dans les follicules. C'est vraiment des fonctions qui sont très facilement altérées quand le corps va mal. Et c'est le reflet d'une dynamique corporelle qui est inflammatoire, qui est ralentie, qui est en déviation hormonale. Et donc, du coup, c'est tout ça qu'il faut améliorer. En fait, les granulosas fonctionnent super bien dans un organisme qui fonctionne super à l'équilibre. Et ce qu'il faut ramener, c'est ce super à l'équilibre. Vraiment. C'est aussi comme ça qu'on arrive à augmenter des AMH qu'on dit ne pas pouvoir augmenter. Ouais, C'est-à-dire que en clair. fait, l'AMH, souvent, elle est basse. Enfin, on a vu des profils, on parlera d'ailleurs de profils comme ça, où en fait, c'était des fausses IOP. C'est-à-dire que c'était des gens finalement qui étaient en épuisement, qui n'étaient pas en insuffisance ovarienne, c'est juste que les personnes étaient en épuisement. Et en fait, en travaillant sur cet épuisement physiologique, eh bien, l'AMH a augmenté. Oui, et on a même dans le cadre de Fertiline aussi repéré des profils qui sont des profils, à mon avis, qui sont très peu identifiés, qui sont assez nouveaux, et on en a repéré pas mal, qui sont justement des types enfin, d'ovaires multifolliculaires épuisés. Donc, en fait, on a parfois des profils qui sont extrêmement complexes, et on n'y comprend rien. La majorité des personnes n'y comprennent rien. Et en fait, c'est à force de les voir
qu'on se dit, ah mais oui, mais ça en fait, c'est tel profil. Et on sait que dans tel profil, ça a marché chez deux, trois personnes. Après, on se dit, oh, ça a marché sur 10, puis ça a marché sur 15, puis ça a marché chez quasiment tout le monde. Donc, ok, on sait que ce profil, on l'a repéré, et il faut faire ça dans tel profil. Mais c'est un travail phénoménal. Nous, on a à cœur de le faire parce que ben, ça nous passionne et en plus, on connaît l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez des bébés. C'est une chose qu'on valorise plus que tout, le fait d'être maman. Et donc, du coup, c'est ce qui nous motive à donner le maximum. Mais c'est un travail qui est extrêmement complexe. Il faut vraiment mettre les mains parfois dans la sauce pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe, quoi. Cécile, elle vient de faire un tech fin septembre. Je suis dans une situation de grossesse biochimique à répétition, Hmm. 8 et 7 et ça. Elle vient de commencer un concept, elle va faire un lab et elle se pose la question si c'est intéressant de faire le tech, euh, le tech ou plutôt après si je fais une grossesse biochimique. Est-ce que est-ce que ça vaut la peine de le faire maintenant ou d'attendre le tech et de le faire s'il y a une grossesse biochimique? Alors moi, je le ferai sur le cycle du tech. Oups, je le ferai sur le cycle de transfert et je le ferai peut-être plutôt soit le jour du transfert, soit 5 jours après le transfert, ce qui sera sur lequel on aura déjà un marquage des bêta-HCG si la grossesse est en cours. Et parce que en fait, le faire maintenant, si le tech est fin septembre, ça veut dire qu'on aura les résultats concrètement juste avant le transfert. Ce sera pas très simple de les exploiter là, à ce moment-là. Autant attendre vraiment un pur contexte d'implantation. Et ce qui se passera derrière au niveau de l'implantation va vraiment nous donner, nous donner en fait une idée de est-ce que l'immunité est en cause dans ces échecs de grossesse ou non, en fait. Mm. Est-ce qu'il y a aussi une offre pour l'analyse InLab? Alors non, parce que vraiment avec Ça InLab, passe pas par nous, en fait, InLab. C'est un partenariat avec un laboratoire d'analyse. Et ce n'est pas nous qui vendons, entre guillemets, là, nous, on l'interprète, en fait, uniquement. C'est pas du tout notre produit, on l'interprète uniquement. mm. Bonjour, j'aurais une question sur la progestérone en cas de FIV. Dans un cas de prélèvement de ses propres ovocytes, on ne peut pas bénéficier de la progestérone naturelle et de son corps, car il n'y a pas de corps jaune. Après ponction, que faire quand on ne synthétise pas la progestérone prescrite par voie orale et vaginale? Quelle est la piste? Eh bien, quelle solution envisager dans ce cas de figure? Euh, Ben, je comprends pas 100% la question, dans le ouais, moi sens non où plus. si on a une ponction, on a forcément des corps jaunes, on en a trop, d'ailleurs, c'est un vrai problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on explique, enfin, les dernières nouveautés font que ce serait mieux d'attendre le cycle suivant pour faire un transfert plutôt. Ça dépend en fait de la dynamique, hein. C'est vraiment, vous pouvez d'ailleurs aller voir notre webinaire qu'on a fait avec le docteur Alex Garcia, qui parle de tout ça, transfert sur cycle naturel ou non, transfert frais ou transfert congelé, bien désolé. Et par rapport à votre question, effectivement, bah, tout ça, Alors, ça s'adapte. en fait juste pour répondre à cette question, globalement, on produit de la progestérone. Une fois qu'on a une ponction, on en produit même presque. On a des corps jaunes. Les corps jaunes sont très productifs, mais le corps jaune ne produit pas que de la progestérone. Il produit de l'œstradiol aussi. Et souvent, ce taux d'œstradiol se cumule au taux d'œstradiol qui est extrêmement haut avant la ponction. Ce qui fait qu'on a un déséquilibre œstroprogestatif après une stimulation. On a trop d'œstradiol par rapport à la progestérone. C'est pour ça que pour rééquilibrer, on met de la progestérone. Mais en fait, la meilleure solution serait de laisser tous ces ostradiols s'épurer et de transférer sur le cycle suivant. Si on ne peut pas faire ça, il faut épurer l'ostradiol et faire monter la progestérone. On peut le faire de façon naturelle. Ça demande des actions spécifiques, on l'a déjà fait pas mal de fois, mais ça demande voilà, juste des actions très spécifiques de drainer effectivement l'estradiol et puis ben, d'ajouter des molécules qui vont faire monter la progestérone. Et là, on obtient un équilibre qui est meilleur. Mais c'est spécifique, c'est complexe, c'est pas le contexte idéal. Maintenant, encore une fois, nous, on change pas les décisions médicales. Donc, si un médecin décide de transférer frais, on va suivre ce que le médecin a décidé et on va juste faire au mieux pour que le contexte hormonal soit acceptable à ce moment-là, en fait. Alors, on a une personne qui nous dit que, ben, cette personne qui nous a demandé quand faire le InLab, elle dit que malheureusement, elle pourra pas le faire après sa fausse couche parce que c'est trop tard. Et elle vient de commencer à une concept et elle veut optimiser le plus possible le potentiel dernier tech. Dans ce cas, quand faire le InLab pour optimiser cette situation, bah, c'était à Givin, tu disais. Oui, plutôt. Mm, mm. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, Elle a je pense que depuis- c'est ouais, je pense que c'est plutôt ça. Et je vois une autre question sur ma clinique, m'a mis sous lévothyrox quelques jours avant mon transfert. Mon embryon s'est accroché, mais j'aimerais arrêter ce lévothyrox puisque ma TSH est stabilisée.
Euh, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. En fait, le lévothyrox, c'est un traitement qui est largement éprouvé pendant la grossesse, qui a pas vraiment d'effet délétère. La fonction thyroïdienne, c'est une fonction qui est extrêmement importante pour le développement embryonnaire, le développement fœtal. Si vous l'arrêtez, c'est vraiment sous conseil de votre médecin. Et si la TSH est stable, en général, si elle est seulement stable, il n'y a pas vraiment de raison de l'arrêter. Si elle baisse trop, là oui, il faudra l'arrêter ou le diminuer. Mais si la TSH est uniquement stable, parfois on veut arrêter un traitement juste pour pas prendre de traitement, mais c'est aussi, il y a aussi tout un ratio bénéfice-risque à établir. Et ça, sur uniquement cette information-là, on ne peut pas l'établir. Par contre, est-ce qu'un InLab est conseillé? Moi, je pense que c'est toujours intéressant de faire un InLab en grossesse parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut moduler, surtout quand on a un tableau de risque. Et puis la thyroïde, elle évolue beaucoup avec des problématiques immunitaires. Donc, dans tous les cas, ça peut être intéressant. Et puis, pour prendre la décision, vous pouvez peut-être demander l'avis d'un endocrinologue qui doserait la TSH, la T3, la T4 et qui s'assurerait que vous avez une quantité d'hormones thyroïdiennes suffisante pour le développement embryonnaire et fœtal. Je pense que c'est pas vraiment une décision qu'il faut prendre à la légère. Une personne vient de commencer le programme InConcept, mais avec mon âge, est-ce que je peux faire le test InLab? Oui, bien sûr. Ce que je vous propose, alors dans votre espace, vous avez les liens pour eh bien, prendre tout ce qui est de InLab. Vous avez une partie sur InLab, on vous explique comment ça marche, etc. Si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez toujours nous faire un message sur hello@fertile.com et on vous donnera le lien direct pour commander InLab et la consultation. Est-ce que le pergovéris marche bien sur un statut d'épuisement surrénal dans le cas d'une IOP? Bah, ça dépend, en fait, ça dépend de la dose. En fait, ça dépend de pas mal de facteurs. En réalité, c'est une question beaucoup plus spécifique que ça. Je pense qu'il faut voir à quel niveau est l'épuisement surrénalien et surtout, avant n'importe quelle stimulation avec un épuisement surrénalien, il faut monter les ressources du corps, quoi qu'il en soit. Et pour ça, c'est pertinent de comprendre effectivement quel dosage on a de pergovéris. Est-ce qu'on va faire une offre sur l'accélérateur? Non, c'est pas prévu pour le moment. On en a fait une il y a pas longtemps. C'était surtout par rapport à une table ronde. Vous proposez une table ronde, mais cette offre, elle est finie. Merci Marjorie. Croyez en vos rêves, croyez en votre corps et entourez-vous des bonnes compétences, de personnes compétentes. Merci, j'arrive pas à... Oui, merci Marjorie et merci d'avoir été là et merci à tout le monde. Désolée encore pour le couac informatique, mais en tout cas, on a pu avoir ce webinaire. On va mettre une boîte à questions également sur notre compte Instagram pour les personnes qui verront ce webinaire un peu plus tardivement. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Et puis, ben voilà, n'oubliez pas d'ouvrir vos boîtes, vos emails ce soir parce que Allez chercher dans vos spams aussi si vous ne ouais. trouvez Oui, pas, si vous ne trouvez pas dans vos emails courants, allez chercher dans les spams, parfois c'est là. merci bien à tout le monde et à très bientôt. Merci, à très bientôt.